Merci. Donc moi, je m'appelle Charlotte Monnier, je suis médecin généraliste. Je travaille à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille actuellement en gériatrie. Alors, je suis pas cardiologue, je suis pas praticienne en soins palliatifs. J'ai une formation en soins palliatifs au cours de mon parcours. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans le service de cardiologie du CHU Nord, où nos visions sont un petit peu confrontées à propos de la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque avancée ou terminale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler avec le docteur Desroches sur une démarche palliative ou sur les soins palliatifs dans l'insuffisance cardiaque terminale. Donc on va aborder ce sujet par un faux-faux. Vous connaissez le principe maintenant. Et donc on va parler de Monsieur F. C'est un patient qui a 83 ans. Il est hospitalisé en 2018 en cardiologie en métropole via les urgences, donc c'était à Marseille, pour une décompensation cardiaque globale sur une CMI sévère connue. Il a une AFE qui est à 25%. C'est un patient qui est ischémique, qui a été stenté. Il a une FEVG qui est à 25%. Une AFA paroxystique. Il a eu un pacemaker qui a été implanté en 2015. Une sténose artérielle, une hernie hiatale. Et au cours de cette hospitalisation, l'électrode, donc je ne l'ai pas retrouvé dans les archives, mais il est décrit par les cardiologues avec juste un bloc de branche droit complet. Une bio qui est relativement normale, l'écho est stable, la FE est stable, il n'y a pas de valvulopathie. Et il a eu une choro juste quelques mois avant avec quelques lésions de ressort médical. Donc, il a une hospitalisation qui dure 3 jours, une cure de diurétique. Il y a une proposition qui est faite par le rythmologue d'une resynchronisation avec un DAI, malgré juste le bloc de branche droit, devant un échappement thérapeutique avec un traitement optimal. Et il sort avec de l'Entresto, du Cardanciel, l'Azilix, Pradaxa, Cordarone, Pravastatine. Donc, la première question, est-ce que déjà c'est un patient que vous mettriez dans une démarche palliative? Est-ce que vous le classeriez comme patient palliatif? Et sur quelles questions, quelles questions vous poseriez là-dessus? Qui le mettrait en soins pal? Alors, moi, je voudrais dire que j'aime pas le terme soins palliatifs. Pour moi, c'est des soins d'accompagnement. Et je crois que c'est vraiment important de faire la différence et surtout d'expliquer aux patients que ce sont des soins d'accompagnement. Donc, oui, on peut le mettre en soins d'accompagnement. Moi, je pense que c'est une bonne idée, oui. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Je m'attendais plus à de la réticence. Je ne sais pas trop pour les autres personnes. Ou sur quels critères quelles questions vous poseriez là-dessus? Il y a l'âge, oui. Ouais, l'état général. Âge, souhait du patient, incurabilité. Si on ne met pas de défibrillateur, oui, c'est bien. Il y a l'autonomie du patient aussi. En fait, la condition physique, c'est des patients qui peuvent très bien, en tout cas, bénéficier d'une rééducation, même s'ils sont âgés, parce que c'est un des traitements quand même importants, en tout cas, ou une des prises en charge importantes dans le parcours patient insuffisant cardiaque, quel que soit l'âge. Que ce soit en fait dans des cas qui sont des patients qui sont terminaux, mais tout dépend si le patient n'est pas cognitif. Je pense on n'est pas obligé de le mettre d'emblée en fait dans un parcours de soins palliatifs s'il a une parfaite autonomie avec un bon état général, avec une collaboration effectivement avec les gériatres, avec toute une évaluation en fait au préalable, mais. Complètement. En fait, vous avez posé à peu près toutes les bonnes questions. C'est sûr que si le patient avait 66 ans, comme le cas clinique précédent, en fait, on ne va pas avoir la même démarche non plus. Donc, effectivement, c'est pas évident. Ça, c'est la tête, je pense, qu'a fait Reza Rossonali Basram la première fois que j'ai parlé de soins palliatifs sur une des prises en charge qu'on avait en cardio. Et en fait, on peut donner des recommandations, et il y a notamment l'ESC, en fait, en 2021, dans ses guidelines, qui parle de soins palliatifs et qui parle de la démarche palliative. Et ce qu'on a fait, du coup, avec Louis-Marie, c'est que pour l'arbre de l'ENC, on a juste pris les guidelines de l'ESC, et on les a traduites en algorithme. Donc, juste quelques rappels sur les soins palliatifs. Donc, ce sont des soins qui sont actifs et qui sont délivrés dans une approche globale d'une personne qui est atteinte d'une maladie grave, qui est évolutive ou terminale. Donc, c'est pas forcément on arrête tout. Et leur objectif, en fait, ça va être justement, comme vous le disiez, d'accompagner les patients, de soulager des douleurs physiques, d'autres symptômes, et de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle.
Je ne reviens pas sur la mortalité qui est due à l'insuffisance cardiaque, parce qu'on en a parlé depuis 2 jours, mais par contre, les symptômes qui sont principalement associés à l'insuffisance cardiaque et sur lesquels on va pouvoir agir, ça va être certes la dyspnée, l'asthénie, les œdèmes, mais aussi la douleur, la dépression, l'insomnie, la confusion, l'anorexie. Donc là, ça va être l'arbre qu'on a mis. Alors, je suis désolée, je pensais qu'il se verrait mieux. En fait, d'abord, pour pouvoir parler de soins palliatifs, la première image qui est en haut, ça va être de définir si notre patient il est en insuffisance cardiaque avancée, sous traitement maximal, optimal. Donc, ça sont les mêmes critères que vous aviez mis tout à l'heure, qui sont ceux de l'ESC, qu'on a juste traduit en français. Donc, est-ce que notre patient, il a des symptômes sévères et persistants d'insuffisance cardiaque NYHA3 ou 4 ? Et ensuite, il va falloir qu'il ait aussi éventuellement qu'il ait une dysfonction cardiaque sévère qui va être définie par l'un des items, donc une FEVG qui est basse, l'insuffisance cardiaque droite isolée, les anomalies valvulaires, etc. Donc, je ne reviens pas dessus parce que je pense que vous le connaissez mieux que moi. Ensuite, pour savoir si on va pouvoir parler de soins palliatifs ou de démarches palliatives, ça va être de savoir s'il y a des critères péjoratifs, soit sur la qualité de vie ou sur le pronostic. Donc, est-ce que l'espérance de vie, elle est limitée ? Effectivement, il est âgé, mais il n'a pas forcément une espérance de vie qui est très basse. Est-ce qu'il a une qualité de vie qui est diminuée ? Et est-ce que son pronostic, il va être diminué malgré un traitement cardiaque optimal ? Son pronostic cardiaque. Donc pour les espérances de vie, en fait, on peut se baser sur des ABAC. Il y a notamment des ABAC de l'INSEE qui sont faites sur l'espérance de vie résiduelle à un âge donné. Il y a aussi des calculateurs qui existent. Et sur la qualité de vie, il y a des questionnaires. Alors déjà, il y a le patient, on peut lui poser la question, tout simplement, s'il est gêné ou pas. Et il y a des questionnaires, notamment le QLQC qu'on utilise en gériatrie. Donc ça, c'est la source INSEE. Donc j'en ai pas trouvé des plus récentes. C'est les espérances de vie résiduelles par âge. Donc c'est assez vieux. Mais on voit que notre patient qui a 83 ans, il a encore à peu près 7 ans d'espérance de vie, ce qui n'est pas du tout anodin. Et concernant les questionnaires de vie, donc c'est des questionnaires qui ont à peu près une trentaine de questions. Il y a 7 points de choix en fait sur la question. On va poser plein de questions sur l'insuffisance, sur sa qualité de vie, et il va devoir noter de 1 à 7. Et en fonction de ça, on fait des scores. Il y a 2 questions à la fin qui sont assez intéressantes, qui vont être de comment est-ce qu'on va évaluer son état physique au cours de la semaine passée et l'ensemble de sa qualité de vie autour de la semaine passée, qui vont pouvoir nous aider aussi à savoir comment notre patient va ressentir sa maladie et comment est-ce qu'elle va retentir sur sa vie quotidienne. Donc notre patient, où est-ce qu'on va le mettre là-dedans ? Globalement, parce que je vous rappelle, juste avant, on parlait d'espérance de vie limitée, on a vu qu'elle n'était pas si faible que ça. Qualité de vie diminuée, je vous demande de me croire sur parole, honnêtement, il était bien. Il faisait sa petite vie, il était content, il n'y a pas de trouble cognitif, il est relativement autonome, il est avec sa femme, ça ne le dérange pas plus. Pronostic diminué malgré un traitement cardiaque optimal. Je ne suis pas cardiologue, donc je ne vais pas pouvoir vous dire quel était son pronostic à ce moment-là. Donc on a 2 choix. Soit on se dit qu'effectivement, il y a ces critères qui sont là et on va pouvoir l'intégrer directement, à faire une intégration active des soins de support. Je pense qu'on n'en est pas là pour lui. Donc ça veut dire qu'on va partir sur la flèche de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on est chez un patient qui est NYHA3 ou 4 ou est-ce qu'il est 2 avec un critère de gravité ? Et dans les critères de gravité, il y a le fait qu'il y ait une hospitalisation dans l'année pour une décompensation cardiaque. C'est le cas de notre patient. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On l'envoie à un centre de référence. Un centre de référence, ça va être un centre en général en CHU où il y aura des cardiologues, où il y aura de l'hôpital de jour d'insuffisance cardiaque et surtout il y aura un centre de transplantation avec en tout cas une formation, une orientée vers cette possibilité thérapeutique. Donc notre patient, est-ce qu'on va lui proposer une assistance ou une greffe ? Alors l'assistance, je ne pourrais pas vous dire. La greffe, je ne pense pas. On est d'accord ? Voilà, donc au final, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on le renvoie à la flèche d'à côté. Donc chez un patient qu'on va pouvoir intégrer dans une filière, ou en tout cas commencer à avoir une démarche de réflexion palliative pour son insuffisance cardiaque. Du coup, on avait proposé une resynchronisation en DAI. Est-ce que, vu qu'on le met dans une filière démarche palliative, est-ce qu'on arrête ? Ou est-ce qu'on continue ? Il est partant pour tout, c'est un professeur d'immunologie, il croit vraiment à la médecine, il y va. Alors,
J'ai pas réussi à retrouver, j'ai retrouvé juste le courrier de l'époque, et c'était indication du rythmologue, proposition resynchro DAI, parce que, a priori, ce serait la seule chose qu'on pourrait proposer pour essayer d'améliorer. Bon, en tout cas, il l'a eu. Bon, on parlait pas de son pal à l'époque. Ouais, il l'a eu. Il l'a eu. Alors, c'était juste pour vous dire, est-ce que ça... Oui, je voulais faire une remarque justement sur la proposition de défibrillateur chez les patients avec une fraction d'éjection à 25%. Est-ce que vous vous posez la question, vous expliquez aux patients que c'est bien pour prévenir la mort subite par trouble du rythme ventriculaire? Et est-ce que vous leur demandez ce qu'ils préfèrent? Est-ce qu'ils préfèrent mourir subitement ou est-ce qu'ils préfèrent mourir en étouffant, quoi? Alors, moi, du coup, j'ai jamais eu trop à le faire. J'ai assisté aux consultations d'usétique où on parlait de ces propositions. Alors, effectivement, on leur explique bien à quoi ça sert et effectivement, éviter l'arrêt cardiaque. Je suis pas sûre qu'on utilise... vraiment le distinguo des deux, mais honnêtement, ça, je pense qu'il faudrait vraiment demander aux cardiologues qui s'occupent de ces patients-là. Je ne sais pas comment vous leur présentez les... Alors, c'est un cas difficile, bien sûr qu'il faut... Alors, il y a des directives anticipées. Je crois que c'est vraiment fondamental de recueillir les directives anticipées d'un patient quand on l'hospitalise. Qu'est-ce qu'il veut de sa fin de vie? Je crois que c'est des sujets qui ne doivent plus être tabous. Il faut en parler de la même manière qu'on est une personne de confiance. Alors après, pour ce patient, il n'y a quand même pas que le défibrillateur, il y a la resynchronisation. La resynchronisation, ça améliore les symptômes et peut-être même la survie. Donc on peut mettre un CRT sans défibrillateur. S'il préfère mourir effectivement de mort subite, ce que je préférerais moi aussi, eh ben, on ne met pas de défibrillateur. Et dans la démarche de soins palliatifs, alors là, grave, on désactive le défibrillateur. Donc on n'en est peut-être pas là, on est en soins d'accompagnement, mais peut-être au moins le CRT est indiqué. Et c'était justement sur ça que je voulais amener, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a proposé quelque chose à un patient et qu'on va commencer une démarche de réflexion palliative qu'en fait on va tout arrêter, qu'on va plus rien proposer. Au contraire, à partir du moment où on va faire une intégration, donc justement on a parlé d'intégration active de soins de support sur le topo, c'est-à-dire que c'est pas le concept de soins palliatifs et le terme de soins palliatifs, il fait peur, il est assez il met juste quelque chose qui va restreindre en fait quelque part les possibilités thérapeutiques de votre patient. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est juste que votre patient qui a son insuffisance cardiaque avancée ou terminale, il n'a pas que ça. Donc, il va falloir dépister tous les symptômes qui sont associés. Donc, la dépression. Je ne sais pas si on peut revenir sur le topo plutôt que sur moi, comme ça, je peux vous montrer ce dont on parle. On va dépister et traiter de façon active les symptômes qui sont associés. Donc, tout ce dont on avait parlé avant, la dépression, la douleur, la dénutrition, et on va rediscuter les thérapeutiques. Donc, quelque chose sur lequel on serait allé peut-être spontanément et peut-être en discutant moins de manière collégiale, on va en rediscuter entre cardiologues. On va intégrer d'autres personnes qui vont pouvoir discuter aussi du bénéfice, qu'est-ce que ça va lui apporter, réexpliquer aux patients. Il faut intégrer un suivi, alors soit avec les équipes de soins palliatifs, si elles trouvent que c'est trop tôt dans la démarche, ça peut être aussi avec les médecins gériatres, avec les néphrologues s'ils ont une insuffisance rénale, globalement toutes les personnes qui vont prendre en charge votre patient pour se dire qu'est-ce qui serait le mieux pour lui, qu'est-ce que vous en pensez. Effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à parler de directives anticipées. Il faut que votre patient il comprenne que sa maladie elle est grave, qu'elle est mortelle et que du coup, ça va se présenter à un moment. L'énorme OAP, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut être à la maison? Est-ce qu'il ne veut pas être à la maison? Comment il veut qu'on le prenne en charge? Le suivi psychologique, ça c'est toujours important. Et donc voilà, aussi toutes ces comorbidités, et notamment la dépression. J'aime bien ce schéma parce qu'il explique bien en fait, la proportion des soins palliatifs, en fait, des soins d'accompagnement qui vont être de plus en plus importants à partir du moment où la maladie va avancer. Donc on revoit bien le schéma qu'on vous a montré depuis 2 jours, où la mortalité, la fonction VG, elle va diminuer au fur et à mesure de la prise en charge avec des exacerbations. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, votre patient il va aller moins bien et c'est là il va falloir avancer en termes de proportionnalité de soins et notamment de faire de plus de soins d'accompagnement. Donc au final, votre patient, ça s'est bien passé, il a quand même tenu 5 ans, et il est réhospitalisé pour une décompensation cardiaque dans un contexte d'infection Covid.
À la bio, pour le coup, il y a une grosse insuffisance rénale, il y a une cytolyse hépatique, il a une hyponatrémie, il a une calémie qui se tient. Le TDM, il n'y a pas une grosse atteinte Covid, mais il y a des épanchements pleuraux bilatéraux. Le TT, elle n'est pas énormément modifiée, en tout cas au niveau de la FEVG. Et juste, il y a eu 2 chutes à domicile avant l'hospitalisation, dont une avec un gros trauma facial et une fracture des OPN. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous le prenez en charge ? Est-ce que vous lui trouvez une place en cardiologie ? Okay. Donc il est récusé de cardio. Il est proposé gériatrie. Est-ce que les gériatres sont d'accord avec... Oui, ils sont toujours d'accord. On a de la chance. Bon, effectivement, en général, on ne les retrouve pas en cardio. Donc, votre patient, sur votre algorithme, au final, donc, vous étiez sur une intégration active des soins de support. Il était chronique, stable, il a passé plusieurs années. Il a fait des petites décompensations avec des œdèmes, etc., qui ont été traités par le cardiologue traitant avec du furo. Donc, il n'était pas si mal. Et puis, il se passe un événement, et donc, il va être réhospitalisé. Et c'est là qu'en fait, vous allez appeler vos amis soins palliatifologues. Et vous allez quand même traiter ce qui se passe. Donc on arrive en bas, on appelle l'équipe mobile de soins palliatifs, on continue à traiter l'épisode qui se passe parce que votre patient, il a besoin de diurétiques, on ne va pas le laisser s'étouffer, mais il a besoin aussi d'avoir une évaluation globale. Peut-être qu'en fait cet épisode aussi, il va être résolutif. On ne sait pas. Il a l'air assez sérieux, mais peut-être que si on traite son hyponatrémie, qu'on le diurétique, il va passer un petit mauvais moment, mais en fait il va être pas si mal, il pourra rentrer à la maison. Avec peut-être, je sais pas, on parlait d'HAD hier pour traiter les épisodes ponctuels. Donc, on va traiter ce moment-là, on va reparler avec l'équipe mobile du pronostic et de la volonté de ce qu'on peut faire. Puis peut-être qu'il va remonter dans sa boucle et revenir chronique stable pendant un certain temps. Et donc, c'est pendant ces épisodes-là qu'il va falloir définir le niveau d'engagement thérapeutique. Ça, je pense que c'est un concept qui est important, c'est-à-dire que ce patient-là, qu'est-ce qu'on en fait et jusqu'où on va ? Est-ce qu'on va lui mettre de la VNI ? Est-ce qu'on va mettre des drogues ? On parlait hier de dobutamine. Est-ce que c'est un patient à qui on va proposer de la dobutamine ? Et pourquoi c'est important ça aussi ? Parce qu'il risque d'arriver en journée et vous aurez un cardiologue qui sera disponible peut-être pour répondre au téléphone. Mais s'il arrive à 3h du mat aux urgences, en fait, il est tout à fait possible que votre urgentiste, il lui mette des amines, il le mette sous VNI sans vous demander votre avis. Et peut-être que c'est pas super, parce qu'après, on ne sait pas comment faire. Est-ce qu'on arrive à le sevrer de VNI ? Est-ce qu'on arrive à le sevrer des amines ? Il va pas être pris en USIC, parce que c'est ma patient qu'on va prendre en USIC. Donc, en fait, il va emboliser un lit aux soins continus, au déchoc. Il va mourir au déchoc, il va pas mourir au déchoc. Enfin, globalement, c'est des vraies questions qu'on se pose, parce qu'on les retrouve parfois le matin, comme ça, et on ne sait pas trop comment faire, quoi. Et donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc, il faut appeler les soins palliatifs, il faut appeler les gériatres, il faut appeler le néphrologue, il a une insuffisance rénale. C'est des patients chez qui il va falloir faire une prise en charge diététique. Il est en fin de vie, en tout cas, il est avancé, donc il est probablement dénutri. À son âge, soit en insuffisance cardiaque, soit en insuffisance rénale, il a probablement une sarcopénie, il a fait 2 chutes avant. Comment est-ce qu'on va faire, même s'il veut rentrer à la maison, comment on organise tout ça ? Donc, ça, c'était juste les sociétés, en tout cas comment vous aider pour réfléchir à tout ça. Et surtout, c'était les messages que je voulais vous laisser. Donc, d'abord, on parle de démarche palliative, pas tellement de soins palliatifs. Tout d'un coup, on arrête tout et on fait plus rien. Non, ça va être une démarche qui est progressive, qui peut revenir en arrière, sur laquelle il faudra avoir une réflexion et toujours avoir une collégialité pour pouvoir se dire, est-ce qu'on a fait bien là ? Est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière ? Est-ce qu'on va trop loin ? Effectivement, inactiver les défibrillateurs parfois quand ça devient trop avancé. Réfléchir à un niveau d'engagement thérapeutique chez des patients qui sont fragiles, et ce niveau d'engagement thérapeutique, il peut évoluer. Effectivement, un patient qui va passer en réadaptation, en rééducation, qui va gagner de la masse musculaire, qui va gagner de la qualité de vie, de la fonction globale, de l'autonomie, peut-être chez qui vous aviez contre-indiqué ou en tout cas récusé certaines prises en charge, elles vont pouvoir devenir accessibles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fixé. Et surtout, ne sous-estimez pas la prise en charge des pathologies annexes, la dénutrition, l'anémie, la sarcopénie, la dépression, ça va conditionner votre prise en charge. Un patient qui est déprimé, qui est dépressif, il ne va pas du tout adhérer au traitement, il n'aura pas envie d'aller en rééducation, il aura envie de rien, vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre projet, et même pour lui, pour sa qualité de vie, ça ne va pas être très bon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ton topo. C'est pas la culture cardiologique habituelle, les soins palliatifs. C'est relativement récent que les cardiologues commencent à s'y intéresser. Et est-ce que tu penses qu'il y a une place pour les équipes de soins palliatifs dans les staffs d'insuffisance cardiaque avancée? Je pense que ça dépend du stade d'expérience. Là, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet quand j'ai travaillé en cardiologie au CHU Nord, donc c'était il y a 1 an. Maintenant, je travaille dans un autre centre et c'était pas facile de créer un lien cardiologue et équipe mobile de soins palliatifs. Parce que déjà, les paradigmes ne sont pas du tout les mêmes et du coup, on se heurte à 2 visions qui sont complètement différentes et on ne va pas réussir à répondre à la question que nous pose l'interlocuteur. Donc j'ai l'impression que les équipes mobiles de soins palliatifs, elles vont être présentes vraiment sur des stades très très terminaux de fin de vie. C'est ce que je constate dans l'établissement dans lequel je travaille actuellement aussi, où il y a très peu de place sur tout le cheminement avant, ni sur l'annonce, ni sur l'environnement. Donc je dirais que c'est plutôt avec les gériatres que ça se travaille aussi, de poser peut-être l'indication de dire là, on va peut-être plus proposer grand-chose au niveau cardiologique, donc est-ce qu'on peut faire des choses pour le tout à côté ? Après, je pense que ça dépend des équipes, des volontés d'équipe de chaque centre, de créer des consultations d'annonces, jusqu'où on veut s'impliquer dans le projet. Je dirais que c'est plutôt centre dépendant. Je pense qu'il y a une place et en même temps, on n'a pas non plus assez de praticiens en soins palliatifs pour faire tout le suivi et tout l'accompagnement. Pascal, vous avez quelqu'un dans vos staffs des soins palliatifs qui viennent ? Alors non, c'est mon grand regret parce que je pense qu'il y a la place pour quelqu'un qui représente un peu l'éthique, parce que il y a des problèmes quand même quand on dit ah non, on va pas le transplanter, il est trop vieux ou il a trop avancé. C'est pas marqué nulle part. Il faut pouvoir assurer ceci avec des gens qui sont extérieurs, ça c'est mon point de vue, extérieurs au service et qui peuvent effectivement guider une réflexion, parce que c'est une réflexion qui est aussi éthique et pas uniquement médicale. Je suis assez d'accord. Pour prolonger votre question et la réponse de Charlotte, moi je suis médecin généraliste et j'ai travaillé aussi en cardio et j'avais été marqué il y a quelques années par le résultat d'une étude dans une autre maladie grave qui est le cancer du poumon. Et en fait, faire intervenir rapidement les soins palliatifs dans les cancers du poumon, ça augmente l'espérance de vie des patients. Donc il faut effectivement, je pense, sortir de cette idée que les soins palliatifs viennent court-circuiter les autres soins curatifs, visant à sauver le malade, si j'ose dire, pour caricaturer un petit peu, et associer les prises en charge, comme on le fait, comme on associe le cardiologue et le néphrologue, ou qu'on essaye du moins, chez le patient qu'on veut sauver, entre guillemets. Voilà. Alors, on peut aller très loin, on peut aller jusqu'à le Lasix IV à domicile et même la dobutamine, en expliquant aux patients que s'il y a un problème de trouble du rythme, c'est comme ça. Mais on peut soulager les symptômes jusqu'à un niveau assez loin. Alors moi, je vais rajouter mon petit grain de sel. Je suis gériatre au CHU Nord et je travaille beaucoup avec les cardiologues. Et justement, cette collaboration est en place maintenant depuis 1 an, voire un peu plus d'1 an, puisqu'ils me font confiance pour faire l'UCETIC gériatrique. Et donc, ce patient-là que vous trouviez complexe, c'est le quotidien du gériatre en permanence. Et je pense que cette notion de palliatif, vous dites ne pas aimer ce mot. Je pense qu'on n'aime pas ce mot parce qu'on a cette vision de si c'est palliatif, on arrive tout. Alors qu'en fait, en effet, c'est un accompagnement et c'est une prise en charge au même titre que les 4 médicaments qu'il faut intégrer assez rapidement pour discuter de ces questions de directives anticipées, de pouvoir commencer à préparer, puisque aujourd'hui, la mort, elle n'existe plus dans nos sociétés. Il faut la réintégrer impérativement. Et c'est parce que justement, il faut s'intéresser au-delà d'essayer de titrer, parce que l'idée c'est de titrer rapidement. C'est difficile, les patients gériatriques, de les titrer rapidement, donc on fait un peu différemment, mais il faut regarder tout le reste. Et tout le reste est tout aussi important dans l'insuffisance cardiaque chez le patient âgé, parce qu'on sait que c'est une pathologie cachectisante, la cachexie cardiaque. On sait qu'il y a la sarcopénie, qu'en fait, malheureusement, on n'a pas grand-chose en France. Les MAPA ne sont pas remboursés. Il va falloir le faire. Je pense qu'il y a une place des soins palliatifs ou des gériatres pour discuter des patients, que nous les évaluons. Et je pense qu'on devrait presque tous les voir passer, alors cut-off à mettre en fonction des centres, en fonction des disponibilités, mais qu'on les screene tous, ces patients-là, pour voir déjà ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer,
Les médecins généralistes ont du mal à majorer les traitements en ville. Alors sur des patients âgés, encore plus. Et notamment, il y a un topo sur l'HTA, mais l'hypotension orthostatique est encore plus grave que l'hypertension chez le patient âgé. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on traque encore plus sur ces traitements-là, parce qu'il y a plus de conséquences de chute avec les médicaments anticoagulants ou les fractures, avec de l'ostéoporose qui n'est pas traitée, pas diagnostiquée. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on a notre place. Et le dernier mot, c'est que c'est pas parce que c'est dit palliatif. Et justement, ça m'a fait sourire quand vous dites c'est pour les gériatres. Oui, en effet, c'est pour nous. Mais je pense qu'il faut que les patients qui ont eu un suivi depuis des années ne se sentent pas abandonnés par les praticiens qui l'avaient depuis longtemps. Parce que ça, c'est aussi ce que nous, on renvoie comme symbole de ces palliatifs, on arrête. Et c'est nous qui entretenons aussi cette notion de traitement curatif et palliatif, alors que c'est un traitement au même titre que du curatif. Et je pense qu'il faut que les praticiens qui ont l'habitude, les médecins, continuent la prise en charge, même si elle est délocalisée en gériatrie, mais je pense que c'est important qu'il y ait un lien. Juste pour illustrer un petit peu la peur de la cardiologie avec le soin palliatif, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 2-3 semaines. Donc je devais aller faire une évaluation gériatrique en cardiologie à la demande des cardiologues pour un patient qui était âgé, qui était là pour une décompensation cardiaque. Donc pour faire juste une évaluation un petit peu standard de ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des troubles cognitifs, est-ce qu'il peut rentrer à la maison. Donc on se rend compte que c'est une insuffisance cardiaque qui est avancée. Même eux disent qu'on ne va pas faire de choro parce qu'on ne traitera pas ce patient. Il a effectivement quelques troubles cognitifs. Il est super grave d'un point de vue cardiaque. Et donc, je me dis, parfait, ils ont complètement amorcé le truc. On va pouvoir discuter de ça. Donc, je parle avec le patient. On décide un petit peu donc, on parle de sa pathologie. On lui explique que c'est très grave. On lui explique qu'il risque de décéder de ça, en tout cas à un moment ou à un autre. On commence à parler de directives anticipées. Donc, c'était moi, mon collègue gériatre et la famille. Et on propose, en se disant, parfait, les cardiologues nous ont sollicité pour voir ce patient, donc c'est qu'ils savent qu'on va aller vers là, au vu de la gravité, puisque eux-mêmes l'ont récusé de choro, et on va demander aux soins palliatifs qui passent. Et donc, quand ils se sont rendus compte qu'on avait sollicité les équipes mobiles de soins palliatifs, ils leur ont interdit de venir dans le service, ils ont dit que le patient n'était pas palliatif, et que c'était inadmissible d'avoir même évoqué cela dans son dossier. Voilà, donc pour vous dire à quel point ça fait peur d'avoir... alors, probablement que c'était pas hyper malin, parce que je les avais pas croisés, je leur en avais pas parlé, je les ai appelés en me disant ça va aller plus vite, le patient il sort demain, il faut qu'il ait eu au moins un contact, etc. On s'est fait mais complètement allumé, tellement il y avait eu cette espèce de peur, alors que moi je me disais, c'est nickel, ils ont bien compris le concept, on va y aller. Pas du tout. Oui, alors je vais rajouter quelque chose parce que c'est important pour les sujets âgés, mais pour les patients à qui on met une machine d'assistance LVAD en decision therapy, il faut quand même aussi les assister parce qu'ils vont mourir un jour ou l'autre, ils vont mourir de complications, il faut les prendre en charge. Et puis nous, on a un autre problème en métropole, c'est qu'on n'a plus de médecins généralistes. Alors, je ne sais pas comment c'est à La Réunion, mais on n'a plus de médecins généralistes. Et les équipes de cardiologie, d'insuffisance cardiaque deviennent les médecins généralistes de ces patients. Nadia, tu voulais rajouter quelque chose ? Dernière question. C'est-à-dire le propre choix du patient aussi, parce que ça, je pense que c'est important. Je ne sais pas quel degré, en tout cas, vous faites participer le patient plus que la famille dans la décision propre par rapport à son devenir. Je sais qu'il y a les directives anticipées, mais je pense qu'aussi en expliquant le patient, il y a des patients qui veulent être explorés. Voilà. Ça dépend aussi de leur état cognitif. Le biais qu'on a, moi que j'ai là actuellement, c'est que du coup, je travaille en gériatrie avec des patients qui ont des troubles cognitifs en général qui sont suffisamment avancés pour qu'on s'en rende compte. Et donc, on va se baser aussi sur les volontés de la famille, de ce qu'ils sont aussi capables de supporter, parce qu'il y a des familles qui ne se sentent pas capables de supporter un patient en fin de vie à la maison pour toujours. Et aussi de comment était le patient envers les médecins, son relationnel par rapport à l'équipe médicale en général dans le soin dans sa vie. Quelqu'un qui a toujours détesté les médecins, qui a détesté les hôpitaux, etc. On se dit qu'effectivement, être hyper techniqué à la fin de sa vie, moi je me dis que c'est peut-être pas ce qu'il aurait souhaité. Quelqu'un qui a toujours été très proactif, etc. On se dit, c'est peut-être quelqu'un qui était très volontaire, qui était dans une... Après, voilà, c'est de la supposition. On leur demande aussi ce qu'ils avaient dit. Est-ce qu'ils avaient déjà parlé de la fin de la vie ? Est-ce qu'ils avaient déjà parlé de ce qu'ils voulaient ? Mais à partir du moment où votre patient il est quand même capable d'exprimer ses volontés et qu'on puisse se dire qu'il est dans un état cognitif suffisant pour pouvoir prendre des décisions pour lui-même,
c'est quand même lui qui reste prioritaire. Et pour tout ce qui est directive anticipée, etc., il faut aussi leur expliquer que ce qu'ils écrivent n'est pas gravé dans le marbre. En fait, ils peuvent donner des directives globales et changer d'avis, dire à un moment, oui, je veux aller, je sais pas, à la transplantation, et puis finalement, j'ai pas envie, peut-être pas, mais voilà, se dire qu'ils peuvent changer d'avis, qu'ils peuvent avoir besoin de plus d'explications, et que tout n'est pas obligatoire, qu'ils peuvent demander de rentrer à la maison avec une HAD, puis au final, se dire que non, ça va être trop compliqué, qu'ils ont peur, qu'ils préfèrent être à l'hôpital parce qu'il y a plus de surveillance. Enfin, ça arrive quand même régulièrement, il faut écouter leurs limites, et les limites de la famille. Merci beaucoup pour toutes ces discussions intéressantes. On va pouvoir continuer.